Le 12 juillet 98, c'est la pire journée de ma vie et la plus belle soirée de ma vie. Tu es vraiment sur un fil. C'est eux ou moi. Tu te retrouves à faire un match qui va définir le reste de ta vie. Il y a une forme d'adrénaline qui se place dans ton cerveau, mais en même temps une peur immense. Tu vas pas souffler, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Tu vas tout perdre, tu vas recommencer à zéro. Les ignorants, ils adorent critiquer. Les gens qui disent non mais attends, qui retourne au foot, tant le mec qui croit qu'il peut être acteur. Celui qui a des rêves de grandeur se doit absolument de... Je suis très content d'être avec toi. Dans une interview, tu disais que la partie humaine et psychologique dans le foot, elle est très importante dans la réussite. Dans cette interview, on va se concentrer surtout là-dessus, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Et je veux pas trop en dire pour nos auditeurs parce que ce que j'adore chez toi, c'est le côté multicase. Je veux pas en dire pour ceux qui connaissent pas ton parcours, mais en tout cas, on va aller largement au-delà du foot parce que tu as d'autres casquettes. Mais encore une fois, j'en dis pas plus. J'avais 9 ans quand c'était la Coupe du Monde. J'étais en Corse, l'ambiance elle était dingue. J'ai quasiment aucun souvenir de mes 9 ans, mais par contre, ce moment comme ça où je suis allé acheter une crêpe sucrée juste en dessous, j'avais peur de rater un moment du match. C'était dingue, donc je suis très heureux d'être avec toi. C'est un plaisir partagé, hein, je te le dis. Hein. Bah, tant mieux. J'aimerais qu'on démarre au moment où tu as appris que tu allais jouer le match de la finale. Mm-hmm. De ce moment-là jusqu'au lendemain du match, en passant par la veille du match, 1 heure avant, quand tu rentres dans le stade. Ça m'intéresse d'autant plus, tu vois. Je pense que plein de gens peuvent quelque part s'imaginer un peu ce que ça fait d'avoir demain un entretien d'embauche important, le lendemain une nana que tu as envie de voir et de ce stress. Mais là, c'est la Coupe du Monde, ça m'intéresse qu'on soit un peu dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces étapes-là? Il y a plusieurs étapes. Hein. Il faut revenir un petit peu en arrière pour savoir pourquoi je sais, sans qu'on me le dise, que je vais jouer la finale. C'est-à-dire que 3 mois avant la Coupe du Monde, Aimé Jacquet me convoque dans son bureau et il me dit, voilà, j'ai décidé que ce serait Laurent Blanc et Marcel Desailly qui joueraient en défense centrale. Et s'il y a une blessure ou une suspension, c'est toi qui joueras. Tu acceptes le deal, tu es content que ce soit comme ça. Si tu es content, tout va bien, tu viens. Si tu n'es pas content, tu ne viens pas. Et par contre, je ne veux pas... si tu viens, je ne veux pas qu'il y ait de problème dans la presse, que tu dises que tu mérites de jouer, blablabla. C'est une décision humaine, je la prends, je l'assume et toi, tu devras l'assumer aussi. Donc, j'ai rien dit. J'ai fait le 3e match contre le Danemark pendant la Coupe du Monde. Et puis, c'est vrai qu'il y a le carton rouge de Laurent Blanc. Il faut savoir à ce moment-là, il y a une multitude de choses qui se passent dans ta tête. D'abord, je n'ai pas vu la faute. Je n'ai pas vu ce qui est arrivé. Je ne suis pas au courant. Je suis en train de déconner avec Lionel Charbonnier, qui est le 3e gardien de but, et qui n'a aucune chance de jouer dans cette Coupe du Monde. Et Aimé Jacquet est sur le point de faire son 3e changement. À l'époque, on avait le droit à 3 changements de joueurs. Et moi, je dis à Lionel, il est pas sympa, Aimé Jacquet il veut pas encore te faire rentrer. Une boutade, quoi. Il rigole. Et là, j'entends Jacquet qui fait « Franck, change-toi, tu rentres !» Alors, je me dis qu'il y a un des deux qui est blessé. Mais j'ai entendu une clameur. Et là, je vois Laurent Blanc qui sort la tête dans le sac. Je me dis, il a pris un carton rouge. Jamais, on est en demi-finale, hein, jamais je pense que je vais jouer la finale à ce moment-là. J'ai pas du tout cette pensée-là. Ce que je sais, c'est que je suis pas chaud, que j'ai fait aucun mouvement. Ça fait 1 heure que je suis assis sur un banc de touche et qu'il faut que je rentre dans une demi-finale de Coupe du Monde et qu'il faut que je sois au top parce qu'on gagne 2-1 et qu'il faut tenir le score. Il reste peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, dans la tête, ça va très très vite. Professionnellement, c'est qu'est-ce que je fais pour pouvoir être au top. Donc dès que j'ai pas le ballon, dès que le ballon est loin, je fais des mouvements, je m'échauffe, je fais un échauffement sur le terrain pendant le match en fait. Le premier ballon, c'est un coup franc et Zizou vient me voir, il me dit écoute, envoie le ballon dans la tribune, ça nous fera gagner du temps. Je dis mais je suis pas chaud, si j'envoie le ballon fort, je vais me claquer. Et il m'engueule. Et donc j'envoie le ballon fort en priant pour que la cuisse elle tienne. Mais voilà, je vais faire tous ces échauffements. Ce n'est qu'au bout de 10 minutes que sur une phase de jeu, je me dis mais l'autre, il a pris un carton rouge. Ça veut dire que je vais jouer la finale si on gagne. Et là, il y a une forme d'adrénaline qui se place dans ton cerveau, mais en même temps, une peur immense, parce que tout n'était pas prévu, rien n'était planifié. La veille au soir, ma mère m'a dit « Tu vas jouer ?» Je dis « Non, maman, je me réserve pour la finale, mais pour déconner, je lui dis ça. » Et en fait, je vais vraiment la jouer, cette finale. Et donc là, nous gagnons le match. Il se passe, on rentre dans le vestiaire, tout le monde est triste. En fait, on est tous contents d'être en finale, mais tout le monde est triste pour Laurent Blanc. Et donc, toi, tu deviens l'intrus. Qui deviendra ma première pièce de théâtre, l'intrus. Suite à ça, c'est lié à ça. Ouais, non, mais je l'ai accepté parce que je trouvais que le pont, il était sympa et que c'était vraiment pour dire que tu étais passé footballeur et là maintenant tu viens au théâtre, tu es un autre intrus, en fait, une deuxième fois intrus. Mais tu te sens vraiment en dehors du groupe
parce qu'une forme de culpabilité de prendre la place de quelqu'un qui ne méritait pas d'être expulsé d'abord, et puis qui méritait de jouer parce que c'était le joueur qui était désigné par l'entraîneur. Donc il y a une forme de où je me mets. Alors, je me suis mis dans un coin et franchement, j'étais pas bien. Là, j'ai attendu quelques mots du sectionneur qui viendront jamais. J'en ai un petit peu voulu par rapport à ça. Je lui ai dit il y a quelques années, qui m'a dit, moi, j'avais confiance en toi. Je n'avais pas besoin. Je savais qu'à 30 ans, tu étais capable de suppléer Laurent et que je n'avais pas besoin de te dire quoi que ce soit. Mais moi, pendant 3 jours, je peux pas allumer la télé, je peux pas lire les journaux, je peux pas écouter la radio parce que c'est comment on va faire pour gagner sans Laurent Blanc. Donc là, tu te sens comme une merde, faut le dire les choses. Et donc, en fait, je pense que ça m'a servi. Parce que j'ai même téléphoné à mon ex-femme. Je lui ai dit, écoute, si on perd, on ne reviendra jamais en France. Tout ça, c'est pour ma gueule. Quand tu dis ton ex-femme, à ce moment-là, c'est ta femme. C'est ma femme, ouais, à ce moment-là. Ouais. Et je lui dis, hors de question qu'on revienne en France. Je vais en prendre plein. Si on perd, ils vont tout mettre sur moi. De toute façon, déjà, ils l'avaient déjà fait avant. J'étais pas mal critiqué. Quand je suis arrivé en équipe de France, j'avais rien à faire là. J'avais 26 ans, c'était trop tard. Au point de frapper un journaliste un jour, des critiques de journalistes, pour moi, me semblaient injustes. Et la preuve, c'est que je pense que je méritais ma place en équipe de France. Et tu le vis comment, là, tout justement, parce que dès qu'on est un personnage public, en plus, le foot, c'est un sport qui est très populaire. Il y a beaucoup de polémiques médiatiques. En plus, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, les médias, en faisant du bruit. Exactement. Comment tu vis, toi, des moments comme ça où tu as des médias qui critiquent, qui attaquent? C'est terrible pour moi parce que je suis toujours dans cet état d'esprit où je refuse l'injustice. Je trouve ça une horreur absolue, le manquement professionnel et l'injustice en général. Donc je le vis très très mal. On vit reclus sur soi-même pendant les 3 jours entre la demi-finale et la finale, par exemple. Tu restes dans ta chambre, tu bouges pas. T'attends que le match se passe et tu diras, c'est ça la beauté, la cruauté de notre sport, c'est que le verdict, il est le soir du match. Si ça s'est bien passé, tu es le héros, et si tu s'est mal passé, tu es le zéro. Et il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Ça s'est bien passé, on a gagné tout ça, mais c'est vrai que pendant les 3 jours et jusqu'à ce qu'on arrive au stade, pour moi, c'est un enfer. Je dis toujours que le 12 juillet 98, c'est la pire journée de ma vie et la plus belle soirée de ma vie. Je parle au niveau professionnel. Parce qu'il y a toute cette attente de la journée, donc c'est un dimanche, et jusqu'à arriver jusqu'au stade où on a, 2000 motards qui nous suivent. Les gens sont arrêtés sur l'autoroute, on pense qu'on va arriver en retard au match. Il y a une pression énorme dans le bus. Il se passe quoi si tu arrives en retard au match juste parce que... On s'est dit ça, mais on arrive même 1h30, 2 heures avant le match. Mais tu as l'impression que tu vas être bloqué, que par moment tu es bloqué, que tu vas pas arriver. Oh bon, ils auraient attendu. C'était prévu par toutes les télés du monde. Donc, t'as 2 milliards de personnes, c'est ça que tu disais? Ouais, 2 milliards de personnes qui vont regarder. J'avais vu un film sur un petit moine bouddhiste qui va chercher une télévision dans tous les bars pas loin de chez lui et qui va enfin le trouver sur une télé qui grésille, noir et blanc, qui va voir le match. Et c'est une histoire vraie de ce petit moine bouddhiste qui veut absolument voir une finale de Coupe du Monde. Donc on se dit que même très loin, très très loin, on a été regardé. Et c'est ça qui met la pression. Tu as 66 millions de personnes qui veulent que tu gagnes. Tu as 80 000 personnes dans le stade qui à peu près sont, allez, on va dire, 76 000 qui veulent que tu gagnes. Et tu as 2 milliards de personnes qui te regardent. Tu sais que si tu te manques, jusqu'à la fin de ta vie, on t'en parlera. On t'en parlera. Et on montrera les vidéos de tes ratages. Par contre, quand on arrive au stade et que je sors du bus, c'est terminé. Là, c'est quelque chose que je connais. Là, c'est mon métier. C'est petit Franck, quand il avait 5 ans, qui jouait sur un terrain de football. À 5 ans, jusqu'à ce qu'il devienne professionnel. Le public ne compte plus. Le public, il est là, on l'entend, ça fait du bruit, ça aide, mais ça ne perturbe pas. J'ai joué contre 80 000 personnes. La motivation est la même, c'est de les faire taire. Donc, pour moi, c'est plus un problème. Donc, ton stress descend au moment où... Mais descend, c'est-à-dire que je prends ma pulsation dans le bus, je suis à 180. Ouf. Et j'arrive dans le vestiaire, je suis à 55. Mais quand tu dis tu la prends, c'est-à-dire que vraiment... Avant, je l'ai prise. Je dis, c'est pas possible, je peux pas jouer au foot comme ça, là. Donc, tu sens ton cœur qui bat, tu transpires. David, je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est comparable avec quelque chose d'autre dans la vie? Je viens d'un petit village de 5000 habitants. J'ai joué au foot parce que mon papa a créé le club de foot. Moi, je voulais être acteur. Je voulais pas être footballeur. Enfin, je savais pas on pouvait faire footballeur. Je savais pas que ça existait. Jusqu'à 14-15 ans, je savais pas que c'était un métier. Tu te retrouves à faire un match qui va, en fait, définir le reste de ta vie. Donc, tu es vraiment sur un fil. Je regardais les Brésiliens avant le match et je me dis, c'est eux ou moi. Là, dans le couloir, j'avais juste envie de leur défoncer la gueule. Parce que je me dis, là, on est en guerre. C'est plus un match de foot. On est français,
On n'a jamais gagné une Coupe du Monde. On s'est fait défoncer 2 fois par les Allemands, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'équipe de France, en 82 et en 86. On est une équipe extraordinaire, sans doute la plus belle équipe de France, qui va jamais gagner la Coupe du Monde. Comment moi, petit joueur de Saint-Cyr-sur-Mer, avec mes copains, on va gagner une Coupe du Monde? C'est pas possible. Il y a toute cette pression qui existe. Mais dès qu'on rentre dans le vestiaire, encore une fois, j'enlève mes affaires, je m'habille en footballeur, et c'est quelque chose que je connais. J'ai joué des tas de matchs. Pas aussi important que ça, mais quand on est professionnel, qu'on joue devant 10 000, 60 000, 80 000, 90 000, comme j'ai joué au Camp Nou à Barcelone, c'est pareil. On ressent la même pression, on a toujours la pression parce qu'on a les pressions des médias, des pressions des supporters, la pression de notre contrat. Et donc voilà, il y a une dimension différente et on le sait que ça va changer nos vies. Et ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Mais la pression, elle est tellement immense. Je te jure, tu as juste envie de te barrer, aller dans une forêt, quoi. Et justement, tiens, parce qu'il y a des personnes qui disent, on parlera tout à l'heure du théâtre, vu que tu as déjà donné un petit indice, il y a des personnes qui disent, moi je suis trop stressé pour aller vers mes rêves. Ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que tu vis ce stress, tu vis cette pression, mais tu l'as vécu plein de fois dans ta carrière avant, mais t'abandonnes pas, t'arrêtes pas. Qu'est-ce qui te fait continuer malgré... Il y en a qui se diraient, oh là là, je peux pas supporter d'avoir mon cœur qui bat si vite. En fait, le cœur qui bat, c'est la vie. Et je pense que même s'il bat très très vite, c'est que il a envie de vivre. Je pense qu'une vie monotone, c'est une vie où le cœur ne s'accélère pas. Et quand j'étais dans mon petit village Saint-Cyr-sur-Mer, j'étais avide de culture, de connaissances. Et c'est ce qui m'a fait partir très très vite de chez mes parents, c'est que j'avais envie de découvrir le monde et de découvrir des choses. Je pense, j'ai mon grand frère qui n'a pas bougé de Saint-Cyr-sur-Mer, on a été éduqués pareil et il n'a jamais bougé. Et quand j'en parle avec lui, il n'a pas d'autre ambition que d'avoir une belle maison avec une piscine et puis son métier. Et il est très heureux comme ça, je peux le comprendre. Mais je pense que celui qui a des rêves de grandeur se doit absolument de se faire des défis parce que ça ne fonctionne que comme ça. On est de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins de place et il n'y a que ceux qui vont se faire un peu de mal. Parce que oui, ça peut faire du mal d'être en stress et d'être sous pression, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on en ressort une confiance en soi, on en ressort une fierté. Et même si on a des échecs, on en ressort avec une envie de recommencer, de se redonner ce défi. Parce que l'adrénaline, elle est extraordinaire. Ça fait peur, je suis conscient, je suis d'accord. Ça fait très peur quand on joue une finale de Coupe du Monde. Mais j'ai 52 ans maintenant, jamais je revivrai ça. Mais j'aurais voulu revivre ça. T'aimerais revivre ça au théâtre? Ouais, mais je sais que c'est pas possible. L'incertitude du sport, sa dualité, parce qu'on a des gens qui sont contre nous dans les tribunes et sur le terrain, nous empêche de revivre ça au théâtre. Au théâtre, c'est écrit, je sais comment ça se passe. Après, il y a une précision, il y a un texte, il y a une façon de jouer, il y a une communication. Tu vas pas perdre ou gagner, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est que tu sais que les gens sont plutôt gentils avec toi quand ils viennent. Il n'y a pas des gens qui vont te siffler au moment où tu parles. Je donne des éléments de suspense en soi, mais est-ce que c'est ce que tu cherchais en t'intéressant à la politique, côté justement binaire, je gagne ou je perds? Non, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai beaucoup reçu de par les gens, les supporters, aussi le métier que j'ai eu, les gens sont foncièrement gentils avec moi. Et je pense qu'à un certain âge, il faut donner du temps pour les autres et pouvoir aider notamment sa ville. Je suis rentré en politique, mais municipale, j'ai pas aucune ambition. 3 jours après les élections que nous avons perdues, quelqu'un est venu me voir et me dit il faut absolument que tu rentres en politique, t'as quelque chose, il faut que tu deviennes député. J'ai dit non, laisse-moi tranquille. Je vois pas pourquoi j'aurais envie que 50% des Français me haïssent. Parce qu'il faut choisir un camp et qu'automatiquement on va trouver qu'on a rien à faire là et tout ça, et que c'est un débat qui est trop vague pour moi et je connais pas assez, ou plutôt je connais trop les règles du métier pour ne pas me donner l'envie d'y rentrer. J'ai fait ça parce que j'avais envie d'aider ma ville, parce que j'avais du temps pour ça et que j'avais envie que les Suresnois, puisque c'est la ville de Suresnes, soient plus heureux. C'était juste pour donner. Mais ça n'avait rien à voir avec le côté sportif, l'ambition. Ça, je l'ai au théâtre, parce que maintenant, en tant que comédien, je mets en scène, j'ai même écrit une pièce, je produis mes pièces de théâtre, et j'en produis d'autres aussi, ce qui me donne un challenge aussi. Tu ressens de l'adrénaline quand même ou pas du tout, du coup? J'en ai, oui, bien sûr. J'ai joué le week-end dernier devant 600 personnes, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas joué, et j'ai plus le stress. Je suis tellement content d'être sur scène. Quand je rentre sur scène, c'est impressionnant, parce que le texte, déjà, je l'ai, on appelle ça la mémoire oubliée, c'est Francis Weber qui me l'a appris, qui m'a dit vous inquiétez pas, ça ressort, et ça ressort tout seul.
Mais après, c'est être à l'aise, communiquer avec les gens, comme on fait là maintenant, on se regarde dans les yeux et on parle, et il faut qu'il y ait quelque chose, il y a un échange. C'est pareil quand on est acteur, et être sincère. Le surjeu, il peut être accepté si tu es sincère, mais si tu fais du Louis de Funès, mais que tu penses que c'est ridicule ce que tu es en train de faire, tu vas être ridicule. Par contre, si tu y crois et que tu y vas à fond et que tu dis, oui, je surjoue, oui, je fais du Louis de Funès, quand il tire sa langue, un truc comme ça, mais si tu le penses, et tu penses que c'est marrant et que tu es sincère, les gens vont rire. On va revenir sur le théâtre. Du coup, toi, ce que tu disais, c'est que le fait que tu aies quelque part vécu des centaines de fois le moment d'un match, quelque part, ça te rend beaucoup plus calme. Ouais, parce qu'on appelle ça l'expérience. C'est-à-dire que pratiquer une discipline, à force, on s'y habitue, et les pressions extérieures, elles existent moins. Tu as des routines, parce que tu sais, il y avait cette pub, je crois, de Zidane, Ouais. d'abord la chaussette gauche et puis la chaussette droite. Est-ce que toi, tu avais des routines comme ça qui Alors, t'aidaient j'ai arrêté la superstition, parce que ça devenait ridicule. Il y avait 3, je me rappellerai, j'étais à Strasbourg, donc j'étais assez jeune quand j'ai arrêté, j'avais 23 ans, 24 ans, où j'allais dans le même urinoir. Il y en avait 3, et j'avais toujours le même urinoir. Je dis, mais On sait jamais. je gardais le même slip que je l'avais entre temps. Quand même, je rassure tout le monde. Mais le slip, il finissait par être troué de partout. Ça faisait 3 ans que je l'avais. Enfin, c'était une horreur. Mais j'ai dit, il faut que j'arrête tout ça. J'arrête tout ça parce que ça me prend la tête. Parce que en fait, je vais pas sur les vraies choses et sur la bonne concentration. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, la superstition, c'est pour les faibles. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. Je vais laisser tomber. De toute façon, le discours, il sert à rien. Si tu y crois et que tu as envie d'y croire et tu as envie d'être superstitieux, ben, tu le feras. Mais moi, ça me gêne. Donc, j'ai arrêté tout ça très jeune. Et je regarde pas ce qui se passe autour maintenant. Je préfère éviter. Mais je trouvais que la vie est tellement difficile déjà, que si en plus on se met des obligations, ben, ça devient encore plus compliqué. Donc, je préfère enlever ce qui me dérange. Et donc, du coup, toi, ta manière à toi, tu parlais de concentration, ça donnait quoi en fait? Mets-moi dans le vestiaire avec toi, là je suis dans le vestiaire, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? J'essaie d'être... fais-moi voyager un petit peu. Alors, je vais te faire voyager. J'ai des périodes d'envie de solitude, et par moments, j'ai dit, il faut que je parle à quelqu'un, parce que sinon je veux devenir fou. Donc j'étais souvent entre Didier Deschamps et Marcel Desailly, qui, avec l'expérience et tout ça, préféraient plutôt raconter des histoires drôles que se concentrer, parce que c'était leur forme de concentration en fait. Ouais, c'est une manière de se détendre. Voilà. Mais moi, quand j'avais besoin de solitude, il y a plusieurs salles, souvent dans les grands vestiaires professionnels, et donc je me mettais tout seul, je faisais mes étirements tout seul, et en fait, je pensais mon match. Et je planifiais mon match sur certaines choses, notamment le premier contrôle. La première passe, c'est la base du football. Si tu sais pas faire un contrôle, une passe, ça passe pas. C'est-à-dire, tu t'imagines le faire, tu fais quoi en fait? Je m'imagine le faire. Comme après, on parlera du théâtre comme la première phase au théâtre. Ça donne l'élan à ton match. C'est-à-dire que si tu fais une bonne passe, un bon contrôle et une bonne passe, tu es sur une voie positive et donc tu donnes l'élan positif à ton match. Tu vas rater ton premier contrôle ou ta première intervention ou ta première passe, ben, ça va mettre du doute. Donc, il va falloir que tu redoubles de bonnes choses positives pour pouvoir te relancer et te dire que c'est positif. Voilà. Donc, la concentration, elle doit être là dès le départ et elle amène le ton. Et donc, moi, j'avais ces moments-là de solitude. Puis après, je dis, bon, voilà, c'est trop. Il faut être mesuré. On ne peut pas être enfermé tout le temps. Après, c'est chacun voit comme mieux. Donc, je me joignais à Didier et à Marcel et on se racontait des blagues jusqu'à 5 minutes avant le coup d'envoi. Et ça te permettait de te détendre. Ça permet de détendre parce qu'on en revient à l'acteur. Si l'acteur, avant de rentrer sur scène, un comédien, avant d'entrer sur scène, il répète son texte, alors il va se planter. Il faut qu'il lâche son texte, qu'il apprenne à respirer. Tu t'es assez entraîné, maintenant c'est pas le moment. C'est bon, ton cerveau il a travaillé, tu as répété pendant 5 semaines, tous les jours, tu l'as fait 4 fois par jour ton texte, il le sait ton texte. Et c'est pas de le répéter encore une fois qu'il va le faire. Par contre, tu peux aller chercher sur les phrases difficiles pour travailler ta façon de parler, en fait, pour calmer le jeu. Parce que quand on est stressé, on a tendance à parler vite, alors que si on est calme, ben on est calme, donc on a le temps, on parle, on a le temps de mettre tous les mots au bon endroit, dans le bon sens, et surtout de les sortir comme il faut et pas fouiller. Voilà, comme ça. Donc là, tu fais pareil du coup avec le foot, sur certains gestes où tu te dis c'est plus complexe, de prendre le temps d'imaginer comment tu vas les gérer. Je pense que dans la vie, il ne faut pas oublier ses bases. Et c'est valable pour tout genre de métier, dans la vie de tous les jours, dire bonjour à quelqu'un, le remercier, lui sourire, c'est important le sourire. Le vrai sourire, on le voit. Quand c'est un vrai sourire honnête, on le voit parce qu'il apparaît dans les yeux. Un faux sourire, il est commercial, il est là et il apparaît pas dans les yeux. Mais au football, la base, comme je disais tout à l'heure, c'est la passe, le contrôle et la passe.
sont les bases. Le danseur, ma femme est danseuse classique, elle travaille ses bases, elle est à la barre, comme on dit, tous les jours, et il va falloir qu'elle travaille ses mouvements. C'est pareil pour le footballeur, c'est pareil pour quelqu'un comme toi, où il va travailler son mouvement, sa façon de parler, sa façon de se mouvoir. C'est pareil dans n'importe quel corps de métier. Je pense qu'un boucher, avant de couper sa viande, il ne prend pas juste son couteau et comme ça, il va travailler ses couteaux, il va travailler son poignet, il y a des choses qui se passent. Une autre personne, c'est pareil. Et ça, la base, c'est pour moi un professionnalisme. Si on pense à sa base, on est professionnel. Parce qu'on s'échauffe, parce qu'on se met en confiance. Et ça te permet de donner le ton positif à la suite du match ou de ta vie. À l'époque, je sais qu'il y avait un peu une légende autour de Ronaldo et tu avais un rôle particulier vis-à-vis de lui. Parce que j'ai vu une vidéo, je crois, où c'est De Sailly qui explique que l'équipe te charriait en te racontant un peu la légende de Ronaldo, ce que c'est de jouer contre lui, que tu vois à peine le ballon quand il bouge les jambes. Est-ce que justement dans cette idée d'imagination, visualisation, est-ce que tu regardes des vidéos de Ronaldo sur comment il joue Non, alors en plus, j'ai jamais joué contre Ronaldo avant cette finale-là. Pour moi, il fait partie d'une autre galaxie. Je joue à Chelsea. Chelsea n'est pas Chelsea de maintenant. On n'a jamais joué en Champions League. J'ai jamais joué en Champions League à ce moment-là. Je jouerai après. On voit qu'il est imprenable, qu'il va à 4000 à l'heure, qu'il te fait des passements de jambes. C'est ce qu'il explique Marcel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que le ballon il a disparu. Mais moi, plus tu me dis ça, plus ça te stimule. Plus ça me stimule. Je me dis, mais attends, mais vous arrêtez de me prendre pour un jambon. Vous allez voir, je vais exploser, moi, tu vois, le Ronaldo. De toute façon, moi, ça a toujours été le cas. C'est ou le joueur ou le ballon. Donc, on est dans un combat, mais c'est comme ça. On peut pas être ridiculisé tout le temps. Donc, Marcel en parle, c'est dans Les Yeux dans les Bleus, on le voit, où il dit, avec Lilian Thuram, ils expliquent le matin du match de la finale. Tu vois, c'est sympa, les mecs. Tu vois, à un moment donné. Mais en même temps, ils te connaissent peut-être. Non, c'est parce que, en fait, je les connais. Ils sont en train de me stimuler aussi. C'est ça, justement. Ouais. Marcel le fera 2 ans après, avec Robert Pires, en lui disant quand il rentre pour la finale du championnat d'Europe contre l'Italie, alors au moment où on perd 1-0, il va le voir, il vient aux jeunes. On va voir maintenant si tu es capable de nous prouver que tu mérites d'être avec nous. Et Robert dira, j'ai juste envie de l'insulter. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il m'emmerde, je suis en équipe de France, tout va bien. Et en fait, c'est Robert qui va faire le centre pour Trezeguet qui va marquer. Donc ça te réveille, quoi. Ça te réveille. Et c'est vrai que j'ai pas été voir des vidéos. Mais par contre, je me suis dit, de toute façon, le seul moyen d'éviter ça, c'est de surtout pas suivre les jambes. J'ai toujours fait ça. C'est d'être avant lui, quand il veut toucher le ballon, c'est de l'anticiper et d'essayer de lui piquer le ballon avant. Et puis quand il commence à faire sa mayonnaise, tout ça, c'est pas de regarder la cuillère, c'est-à-dire les 2 jambes, c'est de regarder la mayonnaise, c'est-à-dire le ballon. Et tu fixes le ballon et tu oublies tout le reste. Et à un moment donné, pendant le match, il va arriver ça, qui est l'action, en fait, qui va faire que le public va dire, j'ai senti une clameur en disant, ah ça va, il est pas si mauvais que ça, en fait. C'est-à-dire que Ronaldo fait sa mayonnaise, il est sur le côté gauche, et à un moment donné, je balançais le pied. Alors en plus, je touche le ballon, mais en plus, le ballon va toucher Ronaldo qui sort en touche. Et les gens sont tous levés, ils ont applaudi. Et là, je me suis dit, bon, ça y est. Là, tu sens quoi à l'intérieur de toi Là, c'est comme un but, in the pocket. Là, tu te dis, là, tout va bien. Mais au pire, j'ai assuré J'ai assuré ce truc-là. Surtout que je vais faire un truc avant, mais personne n'a vraiment noté, c'est que j'ai joué au poker sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai bluffé Bebeto. Faut pas oublier qu'à Bebeto, Rivaldo qui va être nommé la même année Ballon d'Or, et donc Ronaldo. Donc on a 3 monstres. Sauf que eux, ils connaissent tout le monde, c'est-à-dire Thuram, De Sailly et Lizarazu, ils connaissent pas le chauve là, le chauve, c'est-à-dire moi, et ils vont tous venir sur moi. Ça a été un grand match, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des joueurs phénoménaux qui ont eu tous envie de me défier parce qu'ils pensaient que j'étais pas si bon que les autres. Donc ça a été plutôt une soirée intéressante. Mais à un moment donné, Marcel perd le ballon et je me retrouve à 2 contre 1 contre Bebeto et Ronaldo qui sont à 15-20 mètres de distance. Et en fait, je vais regarder la gestuelle de Bebeto où je vais lui ouvrir la porte pour donner le ballon à Ronaldo et je vais le faire exprès. C'est-à-dire que je vais m'écarter en venant vers Bebeto pour ouvrir la porte pour qu'il donne à Ronaldo pour aller sur le but. Seulement, au moment où il baisse la tête pour regarder le ballon, pour faire la passe à Ronaldo, ben là, je reviens et je me remets au milieu. Et il va faire la passe et je vais intercepter le ballon. Pour moi, ça, c'est le plus grand geste de ma finale. Parce que Ronaldo serait retrouvé devant le divin chauve, Fabien Barthez. Peut-être que Fabien aurait fait quelque chose de spectaculaire comme il avait l'habitude, mais peut-être qu'on aurait été à 1 partout, ça aurait été une toute autre histoire. Mais pour moi, c'est mon fait marquant de la finale. C'est-à-dire que j'ai bluffé et je l'ai eu Bebeto, j'ai réussi à le bluffer et à faire en sorte que l'action soit annihilée. Mais il y a plein de choses que je peux raconter sur ce match-là. Marcel se fait expulser, il n'y a plus de défense centrale en fait. Il n'y a plus la défense centrale que Aimé Jacquet avait prévue pour la compétition. Laurent Blanc est malheureusement expulsé à la demi-finale. Marcel Desailly est expulsé pendant la finale. Et je me retrouve jouer avec Manu Petit en défense centrale pendant les 30 dernières minutes
à 10 contre 11 contre la meilleure équipe au monde. Et on va faire tous un boulot extraordinaire parce qu'on va pas prendre de but. Dans ta tête, à ce moment-là, pendant le match, est-ce que tu as des pensées? Tu es dans quel genre d'état? Dans tous les domaines, moi, je suis assez fasciné de ce que peut faire l'être humain quand il est surentraîné. Quand on n'est pas footballeur, c'est assez fascinant ce qu'un joueur est capable de voir autour de lui, parce que c'est pas seulement ce que vous arrivez à faire avec les pieds, c'est aussi voir où sont les joueurs en permanence autour de vous. Tu peux me décrire un petit peu, vu que c'est ma première interview d'un footballeur, c'est comment... T'as fait un footballeur américain, c'est pas pareil. Mais... C'est ça, mais c'est autre chose. C'est comment dans ta tête, comment tu vois le terrain? Parce qu'effectivement, ça, c'est comme apprendre à conduire. Au début, tu te dis, mais jamais je vais pouvoir gérer la vitesse, puis regarder le rétroviseur. Tu as l'impression qu'il y a trop d'informations. Ouais. Comment tu vois le terrain, en fait? Ça, je remercie mon papa, c'est qui m'a appris très très jeune à prendre l'information, ce qu'on appelle prendre l'information. C'est-à-dire qu'un grand joueur, je ne vais pas me définir comme un grand joueur, mais un joueur professionnel, très bon joueur, il voit avant les autres. C'est-à-dire qu'il voit à qui il va donner le ballon avant d'avoir reçu le ballon. C'est pour ça que les dribbleurs, moi souvent je les critique parce qu'un dribbleur est obligé de dribbler parce qu'il n'a pas réussi à s'informer avant. Alors il peut le faire parce qu'il a un contre un, ça c'est un geste important, mais quelqu'un qui est obligé de dribbler parce qu'il est enfermé au milieu de terrain, c'est qu'il n'a pas réussi à voir où étaient ses coéquipiers. Moi, mon papa m'avait appris ça, c'est l'information par l'orientation. C'est-à-dire que si moi je veux voir tous les gens qui sont ici avec nous, ben, je me mets comme ça. Si je me mets comme ça, je ne les vois plus. Donc voilà. Et donc quand on reçoit un ballon de là, ben, il vaut mieux être comme ça ça me permet de voir tout ce qui se passe autour de moi. On oublie le public. Il fait partie de notre quotidien, il est important, on le voit en ce moment, hein, sans public, les matchs sont quand même moins tendus, moins rythmés, mais on l'oublie parce qu'il fait partie du brouhaha normal, voilà. Et on se concentre sur les partenaires. Et moi, sur ce match-là, je me suis dit, puisqu'on m'a défini que Ronaldo était ma menace principale, je vais vérifier quand on a le ballon où il est. Parce qu'il se cache souvent, il ne participe pas au travail défensif de son équipe, il va se cacher, et dès qu'il récupère le ballon, les mecs vont le trouver, parce qu'il est tout seul. Et donc moi, mon rôle, c'était de dire, ok, on joue, je participe, mais je dois savoir tout le temps où est Ronaldo. Et comme ça, dès qu'on a perdu le ballon, boum, je vais sur lui. Et voilà, ça a été mon truc. La concentration, elle a été permanente. Je me suis permis... en fait, de regarder le public, de regarder l'ambiance, quand après que les Brésiliens aient tapé le poteau, donc à la 91e minute. Sinon, j'avais levé la tête, enfin, jamais exploré l'environnement, en fait. J'étais focalisé sur le rectangle vert, comme on dit, et que sur ça. Parce qu'il y avait plein de choses à faire, il y avait un boulot, il y a un métier à faire, je pense qu'il faut être concentré. Et puis, bon, après, là, quand ils tapent, ils ont gagné 2-0, je me dis, en plus, on a une chance extraordinaire, donc là, on peut respirer, on va gagner, et puis ils peuvent plus revenir. Et donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu, je vois, c'est chouette, les Brésiliens sont là-bas, ils sont là, et les mecs sont là. Voilà, mes parents, ils sont dans le coin là-bas, avec mon fils et ma fille. Quand il y a le sifflet. Final, il se passe quoi en toi? J'en ai perdu les jambes. En fait, on me voit tomber à genoux, et comme une grosse merde, vers l'avant sur la pelouse. Tu dis quoi? C'est pas possible, je suis champion du monde. Mes idoles n'ont pas été champions du monde. Platini, Cruyff, Beckenbauer a été champion du monde, pardon. Mais c'est des gens comme ça, Johan Niskens, tous ces gens qui m'ont fait découvrir le football quand j'avais 5-6 ans, 74. Donc Johan Niskens, les grands Pays-Bas, le Total Football, enfin c'était extraordinaire. Puis après Platini, tous ces mecs qui m'ont fait rêver aussi. Ces joueurs-là n'ont pas gagné un coup du monde alors que moi je l'ai gagné. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu fais mieux que tes idoles. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors tu sais très bien que c'est pas, et les gens vont le dire, c'est Zidane qui a gagné la Coupe du Monde. Les autres n'ont rien fait, parce que bien sûr on n'a pas couru nous. C'est dur à vivre ça ou pas Non, je m'en fous, je comprends. Il faut des icônes, ça fait partie du truc. Même nous, on appelle la génération Copa, la génération Platini et la génération Zidane. Il n'est pas extraordinaire pendant cette Coupe du Monde. Il est extraordinaire au quart de finale, mais il est suspendu pendant 2 matchs. Il va devenir Zidane pour moi au championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, il est phénoménal. Et après, bien sûr, en 2006, avec la Coupe du Monde, qui vont perdre en finale, il joue contre le Brésil. Il n'y en a qu'un Brésilien sur le terrain, c'est Zidane. Il n'est pas dans l'équipe du Brésil. C'est un joueur extraordinaire, mais qui va, pour moi, être phénoménal à partir des quarts de finale de la Coupe du Monde, où il va travailler surtout pour l'équipe. Et bien sûr, il marque les 2 buts. Donc, c'est une icône. Mais je n'ai pas de problème avec ça, parce qu'on sait, nous, en tant que défenseurs, que de toute façon, les gens regardent ceux qui marquent des buts, et c'est sa volonté première du football. Je fais un sport collectif et je l'accepte. Je l'accepte en toutes circonstances. Au théâtre, je supporte pas quand quelqu'un pense qu'à sa gueule et commence à se placer d'une façon un peu, on va dire, je regarde le public et je te regarde pas toi et je te couvre. Ça, je l'ai déjà vu et ça c'est des choses qui m'énervent.
Mais voilà, mais au foot, c'était pareil. J'ai pourri David Trezeguet, je me rappellerai toujours, qui fait pas la dernière passe alors qu'il peut pas marquer, mais il va absolument marquer parce qu'il est avant-centre. Et ça, je supporte pas. Tu veux dire qu'il n'est pas pensé collectif? Il n'a pas pensé collectif. Moi, j'ai toujours pensé collectif. J'ai pensé à mes copains. Alors, c'est très difficile parce que c'est dans un sport collectif, chacun pour soi. Mais il faut savoir nager dans ce collectif pour pouvoir survivre. Et donc, moi, j'ai réussi à le faire. Et je suis plutôt content de ma carrière, moi. Justement, alors c'est une question que j'avais. Pour toi, devenir un champion à ton niveau, c'est quoi qui fait ça? Entre la génétique, le travail, d'autres choses que j'aurais pas en tête. Imaginons que là, il y a un jeune footballeur qui a 10 ans, 12 ans, il te regarde, il se dit tiens, j'ai envie de participer à l'équipe de France. C'est quoi, selon toi, les conseils que tu pourrais lui donner pour arriver à ce niveau-là? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a même un conseil qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de penser, qui est pas le premier truc auquel on penserait, qui est important à avoir en tête? Si, hein. Il faut absolument que ça devienne une passion. Il ne faut pas que ça devienne un but, un objectif. Quand on parle je pense, de sport, de métier comme je fais, il faut vraiment que ce soit passionnel. Il faut savoir les sacrifices, parce que les gens, oui, ça, les footballeurs, ils tapent dans un ballon, c'est facile, ils gagnent de l'argent. Enfin, si c'était facile, tout le monde pourrait le faire, quoi. C'est chiant d'entendre ce truc-là. Ouais, c'est chiant parce que c'est maintenant que je suis dans un autre univers, on donne du crédit à des gens qui apprennent des textes. Enfin, je sais pas, c'est bien, bravo, mais j'ai jamais trouvé ça insurmontable et extraordinaire. Après, il faut le reproduire. Bien sûr, il y a des gens qui sont extraordinaires. Moi, je suis un grand fan de Gérard Depardieu. On a beau raconter ce qu'on veut, le mec, il apprend même plus ses textes parce qu'il sait très bien que c'est la façon dont il va le dire qui va faire la différence. Mais il n'y a pas plus dur que le sport. Au niveau de ce qu'on demande, de l'effort qu'on demande. Faut savoir que moi, j'ai couru et je vomissais en même temps que je courais. Et je continuais à courir. Faut savoir que Zidane, contre la Croatie en demi-finale, il vomit au milieu du terrain. Personne ne le montre, mais il continue à courir. C'est-à-dire qu'on va dans l'effort que peu de personnes vont dans l'effort. Et je parle dans tous les sports. Être capable de se surpasser, de se dire non, je suis pas à ma limite, non, je peux aller plus loin. C'est terrible. Parce que ce match-là, le 12 juillet 98, on était prêt à mourir sur le terrain. Et il faut en être conscient. C'est-à-dire on serait allé jusqu'au bout de l'effort, s'il avait fallu aller jusqu'au bout de l'effort. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout demander et tout avoir sans faire un effort. Vis à 100% ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train d'expérimenter. Tu vas te retrouver avec des grands joueurs qui ont de l'expérience, qui ont 30 ans, qui vont te montrer des choses. Sois là. Regarde, épie tout ce qui se passe, parce que c'est ça qui crée ton expérience. Et vis le moment. Le problème de la plupart des gens, maintenant où on va très très vite, on est dans une dictature de l'urgence, c'est qu'on ne vit pas l'instant. Moi, j'ai fait 17 ans de carrière. Oui, je sortais, j'allais après les matchs boire des coups avec des potes, mais je savais qu'à partir du mercredi soir, j'étais chez moi. J'avais le match le samedi, j'étais chez moi. Je mangeais, dormais, pensais football. Tous les après-midi, mon ex-femme pouvait dire n'importe quoi en disant « Oh ouais, mais tu t'occupes pas des enfants ». J'ai un métier. J'ai un métier qui demande que, là, maintenant, je fasse une sieste. Parce que à la sortie, cette sieste-là va me permettre d'être bon demain, de faire des bons matchs et tout ça. J'ai un métier, je suis désolé, je vais être un enfer pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est la priorité. C'est une priorité parce qu'à la sortie, moi, je vis très bien ma vie. Donc, bien sûr, parce que j'ai gagné de l'argent, parce que je suis arrivé à des buts que je me suis fixés. Et pour moi, je pense que c'est important. Si vous n'êtes pas prêt à faire tous les efforts, ne commencez même pas parce que vous n'allez pas y arriver. Donc, voilà. Pour n'importe quel corps de métier. Quand j'ai commencé au théâtre, on m'a dit ouais, je suis parti en Angleterre apprendre le métier. Alors aux États-Unis apprendre le métier. Je suis allé dans une branche d'acteur studio. J'ai pas dit qui j'étais. J'ai dit que j'étais commercial parce que je voulais repartir à zéro. Tu voulais pas être traité spécialement. Voilà, exactement. Ça a duré 6 mois avant qu'un Italien me reconnaisse tout ça. Mais pendant 6 mois, j'ai pu vivre comme tout le monde et apprendre comme tout le monde, me faire engueuler comme tout le monde, me faire même sortir d'un cours parce que j'avais parlé à quelqu'un alors que je parlais de théâtre et la prof m'a dit dehors. J'ai rigolé, j'avais 37 ans, je me suis dit, putain, à 37 ans, je me fais virer d'un cours, c'est énorme, quoi. Et après, je l'ai vu quand elle a su qui j'étais, 6 mois après, elle était, ça va, tout va bien. Ça, c'était horrible. Mais pendant 6 mois, j'ai pu travailler et me retrouver pendant 1h30 sur scène à bosser, à faire un monologue je sais pas si vous vous rappelez de la liste de Schindler, quand le nazi parle à cette fille dans la cave qui veut lui faire l'amour, mais en même temps, il la déteste et à la fin, il la frappe. Moi, j'ai fait un monologue d'1h30 comme ça, où j'ai travaillé, j'ai transpiré, à être crevé à la fin. Mais j'étais content parce que je voulais ça. Je voulais devenir acteur. Je voulais souffrir parce que je voulais comprendre. Et c'est pareil pour tout corps de métier.
Si vous foncez tête baissée, vous écoutez pas ce qui se passe et vous pensez que vous avez tout le temps la vérité et que ça va arriver comme ça facile, c'est mort. mais à un moment donné, vous allez vous planter. Justement là-dessus, moi je vais avoir, tu vois, une tendance et une personnalité à vouloir pousser, me challenger, me dépasser. Et du coup, plusieurs fois dans ma vie, j'ai tendance à vouloir aller trop. Et donc ça peut être du coup pousser tellement que je suis fatigué. Comment tu trouves justement cette frontière entre je veux me pousser, je veux me dépasser et à un moment donné, il s'agit d'arrêter, de respirer, peut-être de faire autre chose. Cet équilibre, tu vois, c'est un peu comme un muscle. Le muscle a besoin d'être challengé pour grossir. Et en même temps, si tu fais que le challenger toutes les heures, tu vas te blesser. Comment tu trouves cet équilibre pour les gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, là, j'entends cette idée de j'ai un rêve, je vais tout donner pour ça, je vais faire des efforts pour ça, je vais m'y mettre, je vais bosser peut-être plus que les autres autour de moi. » Mais peut-être que trop, ça peut du coup générer de l'opposé. Ouais. Est-ce que tu as des moments comme ça où ça te parle dans ta vie ? Enfin, ça m'intéresse d'avoir un peu ce truc-là. C'est vrai que le trop est l'ennemi du bien et je pense qu'il faut suivre son intuition, écouter les autres, ceux qui vous aiment. Je parle pas ceux qui vous envient, mais ceux qui vous aiment. Parce que même votre pote, votre meilleur pote, peut-être qu'il vous envie un petit peu. Mais ceux qui sont vos parents, pas les parents qui vous disent vous êtes le plus beau, le meilleur. Non. Ceux que vous sentez qui vont être justes, qui vont être capables d'avoir une critique en disant moi je trouve que tu vas trop vite là, tu t'enflammes un petit peu. Et là, il faut dire bon, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, est-ce que je dois les écouter ou pas. Vous avez le choix final. Tout le monde a le choix final. Tu as le choix final de dire oula, je vais trop loin, je suis trop fatigué, il faut écouter son corps. Ça, c'est très important, écouter son corps. Si à un moment donné, vous avez besoin de dormir, c'est que vous avez vraiment besoin de dormir. Si l'estomac il vous fait mal, c'est parce que vous avez un problème, c'est une alerte. Les anti-inflammatoires permettent de cacher une alerte, ce qui n'est pas très très bon. Mais moi, je prenais jamais d'anti-inflammatoires en fait. Parce que si j'avais un problème quelque part, je voulais savoir jusqu'où j'avais ce problème. C'est-à-dire qu'il fallait que je sente la douleur pour pouvoir la gérer et pour la voir s'atténuer. C'est pareil, quand votre cerveau il bout, que vous n'arrivez plus à réfléchir, à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut souffler un bon coup. Le yoga, ça aide beaucoup. Le yoga, c'est le plaisir dans la souffrance, mais ça aide énormément. La respiration, il faut respirer, ça permet d'oxygéner le cerveau et de faire le tri un petit peu là-dedans. Dans l'effort physique, tu as tout ton corps qui peut te faire mal. Tu vois, comment tu te dis, attends, là, cette douleur, c'est OK, je continue. Et où là, cette douleur, c'est stop, tu es en train d'aller trop loin. C'est parce que vous avez été dans cet état déjà. C'est-à-dire que quand on s'entraîne ou quand on travaille, on a l'habitude de l'effort et on connaît cet effort. Et on va aller chercher toujours plus loin. Intuitivement, on va aller chercher un peu plus loin parce qu'on est compétiteur. Et à un moment donné, le corps va vous dire stop. Et si vous n'arrêtez pas, il va se blesser. En gros, ce que tu veux dire, c'est que parce que tu es habitué à être dépassé, tu connais ce que c'est la sensation quand c'est normal. Ouais. Et à l'inverse, s'il y a un problème, là tu dis oulala, ça, ce truc-là, j'ai pas l'habitude de l'avoir, il y a peut-être quelque chose. Il faut calmer. On est capable, on a tous un cerveau et une intuition. L'intuition, on n'y croit pas assez. On la sent pas assez. Je dis pas, c'est pas l'intuition en disant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller à droite ou je vais aller à gauche ? Quel chemin je dois prendre ? Ça, on a une intuition. Moi, j'ai eu cette chance-là de faire les bons choix. Alors, j'ai eu une intuition, mais il y a un coup de bol aussi. Mais dans son métier, sur des choses qu'on connaît physiquement, intellectuellement, où à un moment donné, on n'arrive plus à réfléchir, c'est pas en poussant que vous allez aller mieux. Donc, il faut juste reculer un moment, être capable de le dire, écoutez, j'ai besoin de souffler, je vais m'asseoir, je vais respirer. Je vais aller en forêt, je vais oublier ça. Moi, ce que je fais, par exemple, on est tous comme ça. Vous vous réveillez au milieu de la nuit. Et puis, vous commencez à penser aux factures que vous avez à faire, au boulot que vous avez à faire demain, aux réglages que vous avez à faire dans votre vie, peu importe. Et là, vous dormez plus. C'est fini, vous dormez plus. Parce que vous réfléchissez, que ça commence, le cerveau il commence à travailler. Moi, j'ai un truc que je fais depuis peu, en fait. C'est que je ne pense qu'à ma respiration. Comme on le fait en yoga, quand on est en fin de séance, l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous allez voir que c'est une horreur d'être concentré de plus de 1 minute. Ça, parce que tous les problèmes reviennent. Oui, tu repars dans plein de directions. Tu repars dans ton truc. Et là, il faut être capable de dire non, je veux pas. Mais j'y pense. Inspiration, expiration. Et là, vous allez commencer à vous endormir. Ouais, au bout d'un moment, ça va calmer. Vous avez le blackout. Mais il faut être fort pour pouvoir le faire. Parce que c'est compliqué. De ce que tu viens de dire, c'est le truc de j'ai un projet qui est vraiment important pour moi, je suis ambitieux. Je suis passionné par le projet que j'ai. Je fais des efforts et plus que la normale. J'écoute mon corps, j'écoute les autres, en tout cas ceux qui m'aiment. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Un Zidane, par exemple. Tu parlais Zidane, Platini. Qu'est-ce qui fait qu'il va devenir Zidane selon toi ? Est-ce que c'est juste la génétique ? Est-ce que c'est d'autres choses ? C'est quoi ?
qui va faire qu'à un moment donné, Zidane devient Zidane ou Ronaldo redevient Ronaldo ou Messi devient Messi? Il y a un mélange de tout. Il y a une génétique, il y a la chance, être bon au bon moment. Il faut rappeler que Zidane, première sélection, il marque 2 buts. Donc, il explose à la face de la France pour plus tard exploser à la face du monde. Il y a le travail en amont. Un Zidane ne s'est jamais contenté de ce qu'il avait. J'ai parlé avec des gens qui travaillaient en club avec lui, comme Christophe Dugarry, qui était le mec qui avait un talent extraordinaire, mais qui n'a jamais travaillé, qui a vécu sur son talent jusqu'à ce que ça suffise pour être là. Il en convient et il n'a aucun problème avec ça. Mais il dit, mais moi, Zidane, là, j'ai manqué une passe. Là. Ça va pas, je ne peux pas manquer une passe comme ça. Et donc, il y allait. Et il travaillait là-dessus. Et il travaillait sur ses dribbles. Et il restait des heures après à bosser. Je crois que celui qui réussit, c'est celui qui se dit, voilà, à moins qu'on soit bouddhiste et qu'on pense qu'on a plusieurs vies, en tout cas, pour vivre l'instant présent et vivre le moment présent, il y a une chose, c'est j'ai une vie. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je la fais moyenne ? Est-ce que je la fais par rapport à ses ambitions, hein ? Est-ce que je la fais extraordinaire ? Où je me contente de ce que j'ai, où j'arrête où je pose le curseur. Moi, je me suis dit, quand j'étais petit, je veux qu'on se rappelle de mon passage sur Terre. C'était quel âge ça que tu te disais ça ? 14 ans, 15 ans. Je savais pas comment, mais je me dis, moi je lisais les grands hommes, je lisais le siècle des Lumières, tout ça, tous ces gens qui ont posé des bases, qui ont défini des choses, Napoléon, le Code civil, enfin tous ces gens-là. Alors je rêvais pas d'être comme ça, mais je voulais faire quelque chose de spécial. Je me dis, il faut que je fasse quelque chose de spécial, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Et le football est venu naturellement. Mais j'ai dit, alors que j'avais 20 ans, un jour je serai champion du monde. J'ai la preuve de quelqu'un vivant qui me l'a rappelé, alors que moi je m'en rappelais même plus, qui m'a dit, tu te rends compte qu'en 88, tu m'as dit un jour je serai champion du monde. Et j'ai dit à mon mari, mais il est complètement frappé lui. Il a oublié qu'il était français, qu'il jouait à Laval et qu'il venait juste d'arriver dans le monde du foot. Mais j'ai tout fait pour ça. J'ai fait les bons choix, mais j'ai fait les choix qui me mettaient en difficulté. Et encore une fois, parce que je me suis dit, je veux faire quelque chose de spécial. Alors, spécial, ça ne veut pas dire gagner des milliards, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon corps de métier, dans ma vie, je ne peux pas m'en contenter de... Tu voulais que ça soit extraordinaire. Ouais, il faut que ce soit extraordinaire pour moi. J'ai été champion du monde, j'ai été champion d'Europe, champion intercontinental, j'ai gagné 10 titres dans ma carrière. Maintenant, je joue au théâtre et je m'éclate et je fais des pièces à succès qui marchent toutes les unes après les autres. Parce que je fais les bons choix, parce que je m'entoure de vraies personnes et je fais les bons choix sur les personnes, parce que je sais ce qu'il faut faire au bon moment. Et c'est un challenge. Et peut-être un jour, j'aurai un dernier challenge, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas, ou j'aurai peut-être le challenge d'envoyer tout balader et de rien faire, et de juste me prendre du plaisir. D'aller en Normandie. Aller en Normandie, à la petite maison tranquille et faire du vélo et avoir 10 chiens, 10 chats et voilà. Ce qui est un beau challenge pour quelqu'un qui a une vie active. Oui, c'est ça, se calmer un petit peu, ouais. Mais pour moi, c'est ça, c'est de me dire... J'ai pas envie de me lever à 8h le matin. J'ai pas envie de faire comme tout le monde et me retrouver dans les bouchons. J'ai pas envie de faire ça. Je veux que ma vie soit exceptionnelle. Alors, il faut tous ces gens-là. Sinon, ça marche pas. Une société ne fonctionne pas. Mais je voulais pas faire partie de cette société-là. Je voulais être quelqu'un d'exceptionnel, comme toi. En tout cas, je sens que ça te donne de la patate, rien que d'en parler. Ouais, j'ai un visa O1, moi aussi. Comme toi, je sais que t'en parles. Mais moi, avoir un visa O1, de me dire que j'étais exceptional talent, c'était pour moi... C'est glorifiant. Le douanier américain qui dit « Ah bon, vous avez fait quoi ?» Je dis « Moi, j'ai fait footballeur. »« Ah bon ?»« Ouais, mais j'ai gagné une Coupe du Monde. » Et là, t'as les yeux du mec qui regarde. « Ah ouais, je connaissais Zidane, bien sûr. » Et puis il regarde, vite sur Internet, le mec qui regarde. « Waouh, je suis content, je peux avoir un autographe. » Et le douanier qui doit te faire chier en principe. Et à la fin, il finit avec un autographe. Donc c'est plutôt flatteur. Et je me dis « Waouh, j'ai bien bossé. » C'est clair, t'as bien bossé. J'ai une question qui c'est un moment charnière pour toi qui n'a pas forcément été évident. Tu me dis si tu veux en parler ou pas, mais j'ai l'impression que ça a joué dans la transition de carrière. Si j'ai bien lu, tu as quasiment dans le même moment, fin de carrière footballistique, divorce et tu perds ton papa. Qu'est-ce qui se passe en toi dans ce moment-là ? Est-ce que tu l'as utilisé ? Est-ce que ça t'a donné de la force ce moment-là ? J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs sportifs. La fin de carrière, c'est souvent quelque chose de particulier. C'est comment en ce moment pour toi ? Si tu veux en parler, hein. Alors, on va faire chronologiquement. Je perds ma chaîne dans mes bras. Cette chaîne, Chelsea, était importante parce que c'est grâce à elle qu'on a changé la loi en Angleterre.
C'est-à-dire que moi, j'ai vu Tony Blair et le porte-parole du gouvernement, Alastair Campbell, qui était venu à l'entraînement nous voir. Et moi, je les ai pris à part et je leur ai dit, voilà, moi, le politique, ça ne m'intéressait pas forcément. Par contre, à cause de votre quarantaine là, de 6 mois pour tous les animaux, je ne peux pas acheter un chien à ma fille. Et donc, ça m'embête parce qu'on fait les allers-retours. Et comment on peut faire? Il me dit, viens au 10 Downing Street et puis on en discute. Ils m'ont fait rencontrer une Lady Fretwell, et on a changé la loi. Donc avec les puces, tu peux maintenant faire les allers-retours avec les animaux. Donc, je suis très fier de ça, j'en parle maintenant, mais c'était il y a plus de 20 ans. Et j'ai eu cette petite chienne bichon maltais, Chelsea, qui est morte dans les bras de mon ex-femme d'une crise d'épilepsie. Et ça a été une horreur totale où on cherchait au Qatar un vétérinaire qu'on n'a jamais trouvé. Et elle est morte devant la porte du vétérinaire qu'on a trouvé enfin à 7h du matin. C'est vrai que ça m'a fait très mal. Quelques mois après, je perds mon papa. Quelques mois après, j'apprends que ma femme me trompe. Et quelques mois après, j'arrête ma carrière. Donc, c'est en 5 mois. On est en quelle année à peu près? On est en 2005. Entre 2004 et 2005. Et je décide de partir à Los Angeles pour apprendre mon métier. Donc, ça a été un été 2005 horrible où je ne sais pas où je vais, comment je fais. J'inscris mes enfants à 2 écoles. Donc, j'ai tout ça à gérer parce que ça ne va pas dans mon couple. C'est moi qui gère aussi le déménagement du Qatar pour retourner à Aix-en-Provence avant d'aller à Los Angeles. Et je fais tout. T'es comment là? T'es en colère, t'as la rage? Je suis haineux parce que je viens de finir ma carrière de footballeur et je me dis, je vais pouvoir souffler. Et la vie me dit, non mon pote, tu vas pas souffler, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Tu vas te prendre des claques dans la gueule déjà, tu vas perdre ton père, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ton boulot, tu vas tout perdre. Tu vas recommencer à zéro. Je t'avoue que mon lit était mon meilleur ami. Et que quand tu es dans ton lit, qu'à 1h de l'après-midi, tu es toujours dans ton lit et que tu n'as toujours pas envie d'en sortir, et que tu te mets comme ça et que tu attends, et que tu réfléchis, tu dors plus, hein. Mais que tu dis non, je ne vais pas me lever, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie de marcher, j'ai plus envie de courir, j'ai trop couru, j'ai pas envie de voir les gens parce qu'ils m'ont tous trahi, sont tous des cons, voilà, ça dure 6 mois. Et puis un jour, tu commences à te lever, tu commences un peu à bouger, et puis tu as des gens qui sont extraordinaires, qui sont à côté de toi, un copain anglais qui me dit viens jouer au foot avec nous. J'ai pu jouer au foot, j'ai pas envie de jouer au foot. Et puis je vais me remettre grâce au foot à rencontrer des gens. J'ai toujours mes cours à Los Angeles, et ça c'est 4 heures par jour où c'est vrai que j'oublie un petit peu ça. Mais dès que c'est fini, je rentre et c'est un peu l'enfer. Je mettrai 2 ans à me relever vraiment, vraiment de ça. Mais au fur et à mesure, j'ai vu des psys, hein, j'ai vu des psys aussi à Los Angeles. Parce que j'avais l'impression d'être puni. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais puni comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que j'avais eu trop de chance durant ma carrière qu'il fallait que maintenant je sois puni? J'avais été puni avant ma carrière où j'ai été viré du centre de formation. J'ai eu ma carrière, j'ai tout eu. Et là, quelqu'un avait décidé que je devais morfler à ce moment-là. Pourquoi je devais morfler? Qu'est-ce que j'avais fait et tout ça? Non, c'est la vie. En fait, on cherche des excuses pour comprendre pourquoi d'un seul coup, il y a une série de mauvaises nouvelles qui arrivent. Et moi, c'était des très mauvaises nouvelles. Et puis, quand tu l'as accepté en disant c'est la vie, c'est ma vie d'homme et je vais grandir et tout ça, je vais changer. Celle qui m'a fait du mal, c'est mon ex-femme. Un jour, m'appelle et me dit tiens, il y a le Dalai Lama qui vient aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai 2 places, est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais y aller. La première journée, c'était une séance de lecture. J'avoue franchement que c'était super chiant. C'était quoi, les textes bouddhistes? Je sais, c'était un texte bouddhiste. Il a analysé phrase après phrase. J'ai cru mourir. Mais bon, voilà. Et par contre, le lendemain, à Universal Studios, il fait un Q&A, une question-réponse, quand les questions avaient été déjà traitées. Et là, j'ai tout compris. J'ai compris quand le mec, il a dit à tout le monde, mais on me demande ce que je pense de la Palestine, du problème israélo-palestinien, du problème des Russes, du problème des Chinois, des trucs comme ça. J'ai la faiblesse et l'honnêteté d'être capable de dire « je ne sais pas ». Celui qui est capable de dire « je ne sais pas » fait preuve d'une grande intelligence. Ça veut dire qu'il prouve à celui qui est en face de lui qu'il a envie de savoir. Donc, il est curieux. C'est pas d'être idiot que de ne pas savoir. C'est au contraire d'être curieux que de ne pas savoir. Et moi, je fais « waouh ». J'ai dit alors, je peux dire je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était quoi? C'était son humilité qui t'a touché? Ouais, c'était ça. Et se dire, en fait, je ne me positionne pas en tant que faible en disant je ne sais pas. Au contraire, puisque je vais être plus fort, puisque je vais apprendre. Et ça, c'était super important. Est-ce que tu penses que ces événements dans ta vie, c'était là aussi pour t'aider à être plus à l'aise avec cette dimension, juste moins fort en apparence? À être sans doute plus humain. Quand je mangeais, quand on allait au restaurant, je parlais 90% du temps. Quand on était avec des gens. Parce que les gens voulaient savoir ma vie. Et je ne m'intéressais pas à la vie des autres, en fait. Mais je ne le faisais pas exprès, on me posait des questions tout le temps. Mais qu'est-ce que tu as fait ça? Comment on fait là maintenant? Moi, j'ai envie de savoir maintenant la vie de
de Monsieur Laroche, quoi. Tu vois, par exemple, ou la vie de tous les gens. Et maintenant, j'essaie de faire un peu plus attention. C'est difficile parce que les gens sont en demande de savoir ta vie. Mais moi, je veux savoir aussi la vie des autres. Ce que tu dis, c'est un vrai dilemme dont on se rend pas compte que plein de célébrités vivent, qui est que t'es le centre de l'attention, mais sans réellement vouloir le vouloir, en fait. Et du coup, t'es habitué en permanence à que ce soit toi qui doives parler et raconter. Et c'est pas évident d'avoir ce réflexe qu'aujourd'hui t'as, de dire, bah tiens, mais en fait, il y a plein de choses intéressantes à ce moment-là chez l'autre. Ouais. C'est important pour moi. Alors, c'est comme une drogue, il faut s'en défaire parce qu'il faut... On a envie de parler. Moi, j'ai envie d'aider les gens. Donc, j'ai envie de leur dire des choses que j'ai faites et que je veux partager pour qu'ils réussissent. Mais le sage, qu'est-ce qu'il fait? Le sage, il écoute. Il écoute, il sort 2 phrases, il t'a tué. Tu vois, c'est ton but. C'est d'arriver aux 2 phrases. On est mal barré, mais on va travailler dessus. Mais le Dalai Lama, quand le mec, il dit, mais je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas un devin. Je suis une sagesse, je suis une réflexion. Mais surtout, je sais que je ne sais pas. Et que je ne sais pas tout. Alors ça m'a sidéré. Et j'ai appris aussi un petit peu l'égoïsme, en fait. Mais l'égoïsme dans le bon sens du terme. De penser à soi, tu veux dire? Ouais, j'étais incapable de dire non, en fait. Pour des événements, pour des sollicitations, voilà. Et j'étais incapable. J'ai encore du mal maintenant. Parce que j'ai pas envie que les gens me jugent comme quelqu'un de pas gentil, de pas... Sur ça, on veut plaire aux gens. On fait de la séduction tout le temps. Et mon métier de footballeur, mais maintenant mon métier de comédien, c'est de la séduction auprès du public. Donc j'ai du mal à dire non. Mais j'ai appris à dire non. À quoi, par exemple, t'es le plus fier d'avoir appris à dire non dans les 2 dernières années? Fier dans le sens où tu te dis, je me respecte vraiment en disant non. En fait, je soutiens une association de défense des femmes battues et des violences conjugales faites aux femmes. Et je trouve que je prends pas assez de temps. J'ai trouvé que je prenais pas assez de temps parce que je faisais d'autres choses, parce qu'on me demandait d'autres choses. Et que maintenant, alors qu'il y a des gens qui souffrent ailleurs, je suis capable quand même de dire non en disant je peux pas. Si je m'occupe de vous, je peux pas m'occuper de cette association. Et donc, je peux pas avoir un panel de sollicitations pour aider et toutes ces charités qui me demandent. Ben, je suis maintenant capable de dire non. Et de dire non, je n'ai pas le temps. Parce que si je le fais, je vais mal le faire. Je vais mal faire pour les femmes et je vais mal faire pour vous parce que je n'ai pas le temps. Donc, ce que je fais, souvent, j'appelle des copains en disant, écoute, est-ce que tu t'occupes d'une association? Non, il y a ce jeune homme qui a besoin de quelque chose. Là, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui souffre de 3 maladies, qui s'appelle Jérémy, qui est en Alsace et qui veut absolument que je l'aide. Je vais être obligé de lui dire, non, je peux pas. Je peux pas t'aider parce que je peux pas venir à Colmar, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de tous ces problèmes, en plus de ma vie d'homme marié, de mon métier, de mes différents métiers, plus cette association qui me tient à cœur. Comédien, c'est pas un truc qui t'est venu à plus tard, c'est un truc, tu disais, oui. Dès petit, c'était important pour toi. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui être comédien comme tu l'es, tu penses, si tu n'avais pas vécu ces 3-4 événements consécutifs après ta carrière? Définitivement non. Surtout que la méthode que je suis allé chercher, la méthode Stanislavski, qui est la méthode de Acteur Studio, c'est d'aller chercher sur son passé et sur les expériences de vie pour recréer une émotion, une sincérité. Bien sûr, quand je veux être triste et quand je veux fixer un truc, moi j'ai pensé à ce moment-là, à la mort de mon papa. Ça crée de l'empathie avec le public tout de suite. Ça crée de l'empathie. Il faut savoir que être triste, c'est facile. On sollicite beaucoup dans le métier d'acteur les choses sérieuses, les trucs. Mais être triste, c'est très facile. Être heureux, ça demande de l'effort. Être heureux, c'est se convaincre que ça va. Que même si on a des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, bon, on peut les surmonter. Les gens, ils ont tendance à tomber. Alors en ce moment, c'est encore plus facile de tomber parce que y a une recrudescence de problèmes, mais remonter la pente, avoir envie de sourire et tout ça, c'est dur. Et au théâtre, c'est pareil, faire rire les gens, c'est compliqué en ce moment. Est-ce que toi, le type de théâtre qui te plaît le plus, c'est le titre? C'est la comédie. La comédie. Ah ouais, j'ai pas envie de me faire chier, j'ai pas envie de faire chier les gens. J'ai vu une pièce qui s'appelle Fausse Note, qui est une pièce extraordinaire, jouée par les deux Pierre, Denis et Azéma, une pièce très très lourde sur un chef d'orchestre qui en fait a tué quelqu'un dans un camp de nazis quand son père l'a obligé parce qu'il était le chef des nazis à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et le mec, ça a changé de nom, est devenu un grand chef d'orchestre et le fils de celui qui a été tué dans ce camp va le faire chanter dans cette pièce. C'est extrêmement bien joué, c'est super bien écrit, mais si tu as envie de te péter une soirée, tu vas la voir à cette pièce-là, tu vois. Et moi, je suis sorti, j'ai dit merde. En fait, c'est parce que je cherche dans la vie, je me suis fait mal. Je me suis fait mal. C'est très bien joué, mais c'est pas ce genre de choses que je suis venu chercher. Je pense que les gens ont besoin de rire en ce moment.
Ils ont besoin de se distraire, ils font oublier d'oublier leurs problèmes. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais votre pièce devrait être remboursée par la sécurité sociale. Une dame est venue voir, elle me dit, moi j'ai un enfant qui est né malade, ça fait 5 ans que je suis tous les jours avec elle, 24 heures sur 24. C'est la première fois que je m'autorise de la quitter. Je me sens coupable parce que ça fait 1h30 que j'ai pas pensé à elle, mais qu'est-ce que ça fait du bien, j'ai rigolé. Merci à vous. C'est important de donner ça aux gens. Et je pense que tout ce que j'ai vécu, les choses belles, les choses marrantes, il faut savoir qu'en équipe de France, si tu n'acceptes pas d'être chambré ou de chambrer, tu fais pas partie du groupe. Ça fait partie de la vie, il faut que tu acceptes. Quand tu as Deschamps du Gary, c'est un concours de celui qui va t'allumer le plus. Donc bon, sur ta gueule, sur ta coupe de cheveux, sur tout ce que tu veux. Et eux, ils acceptent aussi de se faire chambrer. Donc c'est un jeu. C'est un jeu, tu loupes une passe, allez vas-y, retourne en DH. Enfin, voilà, c'est que des choses comme ça. Mais il faut savoir l'accepter. Et tout ça, bien sûr, m'a permis, dans mon métier de comédien, de pouvoir le montrer avec sincérité. Mais il y a aussi un truc, c'est que moi, j'ai appris la discipline. Les comédiens sont les plus grosses feignasses indisciplinés qu'on ait jamais vus. Je les aime, je les adore. Mais putain, pour travailler avec eux, c'est un enfer. Moi, je leur dis, mais vous êtes des calvaires. Quand moi, je dis, en tant que producteur et metteur en scène, allez au boulot, mais 10 minutes après, ils sont toujours pas prêts. Fais ça au foot. Tu vois, ton entraîneur, il dit, allez, te dégage. Tu rentres dans les vestiaires. Quand tu seras prêt à travailler, tu vas travailler. C'est terrible. Ils se plaignent de tout. Moi, j'ai eu des actrices qui, au bout de la 3e prise au cinéma, faisaient... Et moi, je la vois, je lui fais, excuse-moi, t'es actrice? Je dis, ouais. Je dis, parce que là, on l'avait appelée comme ça, en urgence, pour faire un truc avec moi. C'était sur un film sur la Seconde Guerre mondiale. Et elle est arrivée comme ça. Je fais, ils l'ont rajouté au texte, tout ça, c'était pas prévu. Et au bout de 3 fois, je la vois faire... Ça faisait 45 fois que je refaisais la prise, parce qu'il y avait tellement de personnes, on faisait des entrées, des sorties, il y avait des coups de feu, tout ça. Et au bout de 3 fois, je la fais, je dis, mais arrête tout de suite. Hein. Je dis, ça sert à rien. Si au bout de 3 fois, tu commences à râler, arrête tout de suite. T'as 21 ans, 22 ans. Fais pas ce métier, parce que ça va être un enfer pour toi. Mais voilà, moi j'ai appris la discipline. Je peux me demander, les metteurs en scène, ils me disent toujours, mais tu râles jamais toi? Je dis, mais pourquoi tu veux que je râle? Tu m'as demandé de faire un truc. T'es au-dessus de moi. Je pense que tu me fais chier. Ça c'est clair, j'ai envie de te le dire. Si tu me poses la question, mais puisque tu me demandes de le faire, je vais le faire. Puisque t'es au-dessus de moi. T'es mon metteur en scène, t'es mon producteur, et que tu me dis, bah, tu viens à 8h, je suis là à 8h. Je vais pas dire, oh non, c'est trop tôt, j'ai envie de dormir. Non, je suis à 8h. Tu penses qu'avec plus de discipline, il y aurait plus d'artistes qui arriveraient à faire sa place? Je pense que, en tout cas, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui se sont donné ce challenge-là. J'en connais certains, notamment Vincent Cassel, par exemple. C'est certainement un bosseur. Je ne suis pas avec lui 24 heures sur 24, mais quand tu vois le travail qu'il fait, la discipline qu'il a, je sais qu'il fait de la capoeira, donc il y a aussi une hygiène de vie. Je pense pas que tu arrives au sommet par hasard. J'y crois pas. À un moment donné, tu es piégé. Si tu arrives par hasard tout en haut et que tu es une imposture, ça dure pas longtemps. C'est quoi que tu kiffes le plus dans le théâtre? Le rire. On est payé au rire. Moi, balancer une phrase et voir 600 personnes rigoler, alors que je sais que ça va arriver, et bien le sortir. En fait, c'est très précis le théâtre. On s'est aperçu que, par exemple, une phrase coupée en deux, balancée au public, ne va pas faire rire, alors que si elle est en continu, elle va faire rire. C'est un truc. Il y a les silences aussi. Ouais, c'est dingue. Le petit silence du mec qui comprend pas va faire rire. Tu vois, et ça, c'est assez impressionnant. C'est une justesse terrible qu'on travaille et qu'on définit. Moi, il m'est arrivé à la 800e à Paris. On a joué 1000 fois une pièce de théâtre. Et à la 800e, je dis, cette phrase-là, il faut la changer. Cette phrase-là, elle marche pas. Là. Il faut faire un autre truc. Et mon metteur en scène qui me dit, mais tu fais pas assez rire? Non, mais il faut les choper là. Là, ça va pas, je suis pas content, ça va pas. Au théâtre, une pièce, elle évolue. Alors, à part si tu fais les classiques, Molière, tout ça. Mais quand tu as une pièce, une création de Franck Leboeuf, par exemple, avec Nicolas Vitillo, puisqu'on travaille ensemble, bah, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Et la pièce, par moment, bah, tu reprends le texte du début, tu dis, mais ça n'a plus rien à voir. Ben non, on a coupé des trucs, on en a rajouté, on a inventé des choses, des phrases qui marchaient. Quand j'étais gamin, je regardais Georges Belair, avec qui je joue maintenant, en 72. Il y avait Au théâtre ce soir. Et je regardais Lamaillan, Marin, enfin tous ces gens, Balutin. Oh, j'étais comme ça, j'ai dit, waouh, c'est génial. J'avais 4-5 ans, ils racontaient des histoires. Ma mère me laissait regarder ça. Et elle voyait que j'étais mais complètement hypnotisé par ce que je voyais. Et je lui ai dit, alors je ne me rappelle plus, mais que je voulais raconter des histoires drôles sur scène, comme ça. Mais pas des blagues. Je suis pas stand-up, je suis pas trop stand-up, c'est pas un truc qui me... Mais je suis compagnie avec plein de gens. Ma première pièce, c'était avec 2, j'ai refusé toutes les pièces à 2 après.
J'ai dit, moi, il me faut des gens à côté. Il faut que ça tourne, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une vie à côté. Et il faut que sur scène, ça joue ensemble. C'est génial. Je m'étais donné un défi en 2014 qui était de faire un one-man show. Ah, Ça a été une expérience très stressante pour moi, je t'avoue. Et un truc qui m'avait choqué, parce qu'on vit beaucoup moins dans la conférence, c'est qu'une blague, une série de phrases marche super bien dans une ville ah ouais. et dans une autre ville marche beaucoup moins bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, vu que tu fais des tournées, de voir qu'il y a des trucs qui marchent mieux dans une région ou pas? Oui, c'est assez significatif le côté régional du rire. En plus, moi, je viens de Marseille. Alors, je vais en parler encore plus facilement. Mais en fait, les blagues de... Excusez-moi, hein, les blagues de cul fonctionnent très très bien dans le sud. Au moins dans le Nord? Ah ouais, bah ouais. Et alors, ceux qui rient le plus dans les pays francophones, alors je suis pas allé au Canada, hein, donc je peux pas dire, mais les Suisses, alors qu'ils ont l'air super coincés, mais les mecs rigolent tout le temps. C'est le meilleur public, les Suisses. Moi, ils me font rire. Montreux, par exemple. Ah ouais, non, mais j'ai pas fait Montreux, mais parce que c'est Festival du Rire, je sais, mais non, mais j'ai été alors, en plus, c'était à Gland. J'ai failli louer des bureaux à Gland et je me suis dit que quand même, en termes d'image, c'était pas le mieux. Et donc voilà, ce sont des villes où mais tu te dis, mais tu joues dans un bunker, je cherche le nom où on fait 3 jours à chaque fois, mais c'est une ville où c'est extraordinaire, c'est dans la campagne et c'est à côté de Sion, voilà, c'est à côté de Sion et on joue 3 jours à chaque fois, 3 soirs et c'est une forme de bunker, le théâtre. En tout cas, dessous, c'est comme un bunker à la Suisse, quoi, comment ils font, là, les trucs pour se protéger en cas d'attaque atomique. Et tu as 500 personnes tous les soirs. Mais on va les voir après, mais gentillesse, on rigole. Par contre, eux acceptent toute forme de rire. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que dans le sud, j'ai mon copain Nicolas aussi, il est de Toulon, moi je suis né à Marseille. La bonne blague bien grasse, elle fonctionne dans le sud, quoi. Et donc, du coup, ton texte, tu le modifies On peut pas trop, mais on va rajouter des conneries. En plus, nous, on est du sud, donc on va rajouter, bien sûr, on va, avec Nicolas, sur certaines scènes, on peut improviser, choses comme ça. Sur les vieilles personnes, on peut rigoler dans certains endroits, on peut moins rigoler sur d'autres. Voilà, moi, ça m'arrive de rigoler à la fin au salut, où je me moque, où je prends un des acteurs, c'est pas sympa quand même, hein, d'avoir dit que dans cette salle, il y avait que des vieux, t'es quand même pas sympa, hein, c'est pas sympa. Les gens font ouh, et comme il y a plein de ouches, il y en a quand même pas mal quand même. Cette blague peut marcher sur certains endroits et d'autres, on sent que vite. mieux éviter. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça, en France, ça l'est en tout cas. Quand tu fais un métier, tu rentres dans une case et tu dois rester dans cette case. Donc, Franck, tu as été footballeur, tu peux pas faire du théâtre. Ouais. Tu as vécu ce truc-là, surtout tu n'es pas passé comme Michael Jordan, il est passé du basket au baseball. Bon, ça reste un sport. Ça reste un sport, ouais. C'est très compliqué. Surtout les gens, les ignorants, ils adorent critiquer. Les gens qui disent non, mais attends, qui retournent au foot, tant le mec qui croit qu'il peut être acteur. Ces gens-là pensent qu'ils font partie d'un certain sérail, qu'ils auraient un sang royal pour faire de la comédie. Enfin, je veux dire. Ah, des comédiens qui disent ça? Oui, les comédiens, ouais. Mais surtout les comédiens qui marchent pas. C'est les comédiens qui travaillent pas qui te taillent. Ceux qui marchent bien, ils sont plutôt tranquilles avec toi, ils ont leur place. Hein. Moi, j'ai eu, comme genre, encore une fois, Jacques Weber, avec qui j'ai mangé et qui était plutôt tranquille. Mais lui, ça va, il travaille bien. Et puis, c'est un acteur extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être jaloux et aigri des autres. Souvent, les aigris qui sont comme ça. Mais moi, j'ai eu des trucs, mais qui retournent au foot. Ça te fait quoi quand tu entends une phrase? Ça me fait rire. Sincèrement, ça me fait rire. Surtout quand ça marche bien, ça me fait encore plus rire. C'est-à-dire que moi, je fais mon boulot. J'ai compris que je ne serais pas aidé dans ce métier. J'ai même eu le syndicat des comédiens qui m'a mis des bâtons dans les roues. Donc maintenant, je me produis tout seul, je fais tout seul, comme ça je suis encore mieux servi et ça marche très très bien. Je vois que des gens me demandent un ami sur Instagram ou sur Facebook parce qu'ils font partie du métier et vraiment du métier. Et je me dis, tiens, ça commence à rentrer dans la tête des gens. Ça fait quand même 10 ans maintenant, 7 pièces. En fait, j'ai plus été sur scène que sur un stade de foot. J'ai joué plus de 1000 fois au théâtre, alors que j'ai eu 700 et quelques matchs professionnels. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Et comme tu dis, ça fait partie du truc. Quand tu es aux États-Unis, il n'y a pas de problème. En Angleterre, il n'y a pas de problème. En France, ça a l'air d'être un vrai souci parce que ça dérange les gens. En fait, ça doit enlever une certaine un truc du quotidien où le bœuf, c'est un footballeur. Comédien? Non, il n'est pas comédien, il est footballeur. Mais non, il fait ce qu'il veut surtout. Surtout qu'il n'a pas le choix parce que quand il a 35 ans, en footballeur, il faut qu'il fasse quelque chose dans sa vie quand même. Donc, il n'est pas obligé d'être entraîneur, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas obligé de, je sais pas, je fais consultant. Mais j'avoue franchement que c'est parce que comme ça me permet de produire des pièces de théâtre. Mais voilà, mon vrai métier, c'est comédien, acteur. Mais j'aime le théâtre. J'aurais pu me la péter, hein. J'aurais pu faire du cinéma.
Le cinéma, ça m'intéresse moins parce que Tu n'entends pas les gens rire déjà. non, j'entends pas les régions, mais je suis impatient, j'ai envie de travailler, moi. Je trouve que c'est trop lent, ça va trop doucement, on tourne 2 minutes par jour de film. Donc, on a souvent tendance à dire, hein, le cinéma, c'est... la télévision, c'est pour l'argent, le cinéma, c'est pour la notoriété, et le théâtre, c'est pour les comédiens. C'est quoi ton kiff, ton rêve dans les prochaines années sur le théâtre, la comédie? T'as un truc comme ça qui serait fou pour toi à réaliser? On a tendance à aller plutôt vers des créations, nous, donc ce qui va arriver, on le connaît pas vraiment. Alors, t'as un type de création que t'as... Ouais, moi je suis un grand fan de la pièce de théâtre Le Prénom. Je trouve que c'est extraordinaire. Pouvoir résumer une pièce de théâtre. Est-ce que t'écris toi aujourd'hui? Ouais, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Ma belle-mère et moi 9 mois après, avec Nicolas Vitiello. J'aime laisser Nicolas écrire et moi j'écris autour de lui, en fait, parce qu'on n'a pas le même humour. Donc on arrive à focaliser tout le monde, en fait, tout le genre tous les genres d'humour. Et Le Prénom, il se résume à une phrase. On ne peut plus appeler son fils Adolphe. La pièce tourne autour de ça. Après, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a la vie de couple, il y a un autre couple qui attend des enfants, une fausse homosexualité, le copain qui est tombé amoureux de la mère, du frère et de la sœur. Tout ça, c'est majestueux comment ça a été créé. C'est à mourir de rire, c'est fin, et moi, c'est ce genre d'humour que j'aime. Alors, mon pote, il est plutôt dans l'humour potache, on va dire, mais on en a besoin. Les gens, ils ont besoin de rire, des conneries qu'on puisse raconter, des trucs bien lourds, mais voilà. Et donc, nos deux humours fonctionnent. Mais un jour, j'aimerais avoir la chance, alors, je ne sais pas si un jour quelqu'un écrira une pièce comme Le Prénom, parce que même ceux qui ont écrit Le Prénom, après, ils ont fait d'autres pièces. Mais Pas bon, réussi à faire. bah, c'est moins, j'ai été voir, c'est moins ce que j'ai moins aimé. C'est ça qui est dur avec l'art, hein, c'est que Ouais. tu peux être bon, tu peux créer un truc, tu sais pas exactement comment t'as fait. Et Non, pourquoi. puis ça peut plaire à certaines personnes. C'est pour ça que j'ai du mal avec les critiques, comme j'ai du mal avec des journalistes. Un mec qui est critique, déjà, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à être acteur. Et le mec vient et te défonce une pièce alors que moi, j'ai plutôt trouvé bien. Enfin, lui, il n'a pas la science exacte. Et surtout, l'humour ou la philosophie de tout le monde. On peut pas dire que quelqu'un... Moi, j'ai toujours refusé et je me battais contre Christophe Dugarry. Il a rien à faire là sur un terrain de foot. J'ai dit, tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un est nul au foot. Il peut avoir un mauvais match, faire un mauvais match, même faire une mauvaise saison. Mais s'il est arrivé où il est arrivé, c'est qu'il a des qualités. Il est quand même pas passé à travers les mailles du filet comme par hasard sans savoir taper dans un ballon. Enfin, faut arrêter de dire des bêtises. Donc, un comédien, il n'arrive pas sur une scène à la Renaissance ou aux Variétés en étant nul. C'est pas possible. Alors peut-être qu'il n'était pas dans le bon rôle, peut-être qu'il n'était pas dans un bon soir, mais peut-être qu'il n'a pas été bien mis en scène. Mais tu ne peux pas. Il faut arrêter de faire des généralités en disant le gars il est nul, il vaut rien, faut qu'il dégage. Non. C'est ne rien comprendre et être de mauvaise foi que de faire ça. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message comme ça pour les personnes qui m'écoutent, un truc qui te tient à cœur, que tu te dirais si... Tiens, on va imaginer que tu peux marquer un message important sur une phrase ou dire une dernière phrase importante, la dernière imaginons on a la dernière pièce de théâtre de ta vie. Ouais. Et c'est le dernier message que tu peux donner à l'humanité ou en tout cas aux gens qui te suivent. T'aimerais leur donner quoi en fait? T'aimerais leur dire quoi? D'abord, je voudrais te féliciter, puisqu'on en est à la fin. Je voudrais te féliciter parce que je trouve qu'à ton âge, être capable d'avoir autant de maturité, d'avoir autant de personnalité, d'ambition, c'est assez exceptionnel parce que souvent, il faut arriver à une certaine sagesse, 50 ans, pour se dire « Ah tiens, j'ai manqué ça, il faudrait que je fasse. » Je trouve que tout ce que tu fais, et je te souhaite de continuer comme ça, est fait d'ambition mais d'humilité. Je trouve que je vois dans tes yeux, je vois ce qui se passe, et je trouve que, je pense que tu es une très bonne personne. On se connaît pas bien, mais je pense que tu es une très bonne personne et je te souhaite de continuer comme ça, cette voix-là, parce qu'elle a l'air assez sacrée, cette voix. Merci vraiment. Ensuite, moi j'ai 2 phrases. Je cite toujours Goethe, j'aime celui qui rêve de l'impossible. Ça, c'est pour moi important. C'est ce que j'ai fait et j'y suis arrivé. Et il y a d'autres choses à faire dans le monde. Je pense que le monde irait beaucoup mieux s'il faisait comme moi, tous les gens faisaient comme moi le matin. C'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, je vais essayer d'être heureux et je vais essayer d'embêter le moins de monde possible. Je suis à peu près certain que si le monde entier se disait ça, il n'y aurait plus de guerre, il y aurait beaucoup moins d'engueulades dans la rue, il y aurait certainement beaucoup moins d'incivilité, d'agressivité. Je suis bouddhiste, ma femme dit non, t'es pas bouddhiste, parce que j'ai envie de tordre la tête à des gens quelquefois parce qu'ils m'agacent. T'es un bouddhiste un peu plus coloré. Je suis un bouddhiste anarchiste en fait. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Non mais en fait je suis très coloré, ouais. C'est-à-dire que je comprends pas qu'il y ait des gens qui soient sur Terre juste pour faire chier les autres. Et qu'on oublie un truc, c'est qu'un jour ils vont partir parce qu'on va tous partir. C'est ça la cruauté de notre vie, c'est qu'un jour
C'est signé. Hein. On va tous mourir. Mais il faut que les gens en soient conscients pour vivre mieux. Parce que les abrutis qui ont oublié, qui pensent qu'ils sont éternels, ils font chier le monde, même à 50, 60, 70, 80 ans, ils sont pas bien dans leur tête. Hein. Il va falloir qu'ils se réveillent, ces gens-là. Donc moi, je dis, le matin, faites-vous une promesse. Je vais essayer d'être heureux et je vais essayer de faire chier le moins le monde possible. Et là, je suis à peu près certain que le monde ira beaucoup mieux. Tu sais, pour appuyer ça, Marc Aurèle, il se disait, donc tu sais, l'empereur romain, il se disait cette phrase « memento mori », et ce qui voulait dire « rappelle-toi que tu vas mourir ». Et il se le disait pas pour déprimer, il se le disait pour dire « faites cette journée quelque chose de spécial ». C'est exactement ça. Et il avait une pièce comme ça qu'il regardait tous les jours. Et donc voilà, on va finir avec ça. On va finir avec ça parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Parce que moi, c'est dur de se le dire, hein, parce que ça veut dire qu'on est devant sa propre vérité. Mais je vis autrement depuis que je me le dis. Depuis 10 ans, où ma vie a changé, et même un peu plus, je me dis ça, mais je vis beaucoup mieux. J'ai une dernière question, j'en rajoute une. C'est quoi le truc le plus important que tu as appris dans la philosophie bouddhiste? Pour toi, qui te parle le plus? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le je ne sais pas. L'humilité? L'humilité. Je pense que ces gens-là, je suis contre, alors franchement, hein, toute forme d'extrémisme. Toute. C'est-à-dire que ça va du mec qui écoute toujours la même musique aux problèmes religieux que on peut voir et tout ça. Mais je considère qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre et le bouddhisme est intéressant dans sa philosophie de vie, dans l'humilité que prodiguent ces gens-là, mais dans la confiance en soi. Encore une fois, on est dans la sagesse. Moi, je parle beaucoup. Je sais que je serai sage le jour où je serai capable de faire que 2 phrases. 2 phrases en 1 heure. Bah, ça m'embêterait pour l'interview. Oui, ça c'est vrai que ce serait pas le but, mais 2 phrases en 1 heure, mais 2 phrases qui tapent. Et les moines bouddhistes, on a l'impression qu'il est là, il t'écoute. On sent toute la gentillesse qui ressort de son visage et tout ça, son humilité. Et le mec te balance une phrase, il te sidère. Et là, tu repars chez toi, tu en as pour 10 ans à comprendre ce qu'il a voulu te dire. Bon, tu peux préparer, tu vois, ta dernière pièce de théâtre avec 2 heures de silence et 2 phrases, et ça sera ta dernière. J'ai voulu faire une pièce de théâtre juste pour terminer, où j'ai un copain extraordinaire suisse-italien qui me fait beaucoup rire. Et je veux le mettre dans une pièce, mais il va rien dire. Il a rien à voir avec l'histoire. Et en fait, il va se lever à la fin, il fait « Merde, mais c'est pas la bonne maison. » Il s'en va. J'ai un truc con comme ça. J'ai envie de faire un truc comme ça parce que voilà, c'est des choses qui me font beaucoup rire, où t'as le mec, tu te demandes toute la pièce qu'il fout là. Et il est en plein milieu, hein, il est sur le canapé, il est assis, et c'est à la fin qu'il se lève et fait « Ah merde, mais je suis trompé de maison en fait. » Voilà. Tibé m'a montré une vidéo, Big Flo et Oli, ils ont fait une vidéo. T'as un gars dans la scène, tout le long de la scène, tu sais pas pourquoi il est là. Ouais. Et en fait, à la fin, en tout cas, je sais pas quand dans la vidéo, mais à un moment donné, d'un coup, il se lève et il perce le mur. Et en fait, ils avaient prévu en amont ils avaient cassé le mur pour le remplacer par un mur spécial que tu peux casser. Et en fait, ils sont complètement sur le choc. C'est-à-dire que t'as un mec qui est là, on sait pas pourquoi il est là, et il se lève d'un coup, et il traverse le mur, et il le défonce. Mais ça, je trouve ça génial. Bravo à eux, parce que, c'est des artistes. Mais je trouve que, voilà, il y a encore des choses à créer, des choses perturbantes. Et moi, j'ai plein d'idées. On verra si on le fera, c'est pas sûr, mais. En tout cas, merci vraiment, c'était vraiment cool.